Simon Choconte, bonjour. Bonjour Oscar. Ravi de te recevoir aujourd'hui sur Signum. Donc pour te rappeler ce qu'est Signum et aussi te remettre un peu dans le contexte, Signum est un podcast qui a pour ambition de mettre en lumière les différents signaux qu'un individu a captés déjà à l'échelle de sa vie personnelle. On reviendra là-dessus puisque tu as eu l'occasion de capter beaucoup de signaux. Et également à l'échelle du monde. Donc on parlera des relations à travers ton métier entre la France et l'Afrique notamment et des sujets qui te sont chers. Donc Simon, pour te présenter à nos auditeurs, tu as une vie qui est absolument incroyable. T'es l'incarnation même de la méritocratie. Tu as commencé stagiaire et tu as gravi les échelons jusqu'à être directeur général de ta première société. Tu en as créé une seconde. Tu as créé une société depuis 2024 aujourd'hui de distribution de contenu. Alors, distribution de cinéma et contenu, on reviendra dessus pour expliquer la distinction. Donc, je te propose déjà de parler un peu de ton parcours qui est unique, de ton double diplôme, de ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Merci Oscar et déjà merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et je tiens déjà à saluer les téléspectateurs, les auditeurs aussi. Moi je suis Simon Choconte. Je suis fondateur de Dalino Media. Dalino Media, c'est une société basée sur les Champs-Élysées à Paris. Nous sommes distributeurs de contenu et distributeurs cinéma également. C'est-à-dire, nous distribuons des contenus dans 145 pays. Quand on parle de contenu, on parle des programmes. Exactement, programmes que les gens regardent. Effectivement, c'est ça. Un contenu, c'est les programmes que vous regardez tous sur... que ce soit sur les plateformes de streaming, à la télé, que ce sont les documentaires, les films, les séries, les programmes de sport, l'audiovisuel, effectivement, les programmes de sport, tout ce qui concerne les voyages, le lifestyle, voilà, tout ce que vous regardez à la télé ou sur les plateformes de streaming. C'est ça qu'on appelle les contenus. Et je distribue ces contenus dans 145 pays à travers le monde. Ce qui est unique. Ce qui est unique, effectivement. C'est un réseau que j'ai constitué avec le temps, depuis 2011, quand j'ai commencé en tant que stagiaire, effectivement, chez Nouveau Vision, Nouveau Comédie, aujourd'hui, et une société française basée à Paris et qui est distributrice mondiale de caméras cachées. On a tous rigolé à l'époque avec les caméras cachées. Et je tiens d'ailleurs à saluer mon mentor, François-Xavier Poirier, qui est mon mentor. C'est lui qui m'a formé pendant 11 ans. À ce métier-là de la distribution. Il était très fort et sachant qu'il a aussi un parcours très atypique, c'est un Français qui est parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans et qui est arrivé aux États-Unis et qui est devenu trader à New York. Donc voilà, il est rentré après les attentats du 11 septembre parce que voilà, il était dans la tour numéro 1, je pense, du World Trade Center et il est rentré en France et c'est là où il a lancé sa société Nova Vision en 2002. Il s'est lancé dans la production des caméras cachées. Donc voilà, donc c'est vraiment un parcours aussi atypique. Donc j'ai été, c'est lui mon mentor et dans l'industrie, donc j'ai commencé en tant que stagiaire. Et donc Dalino Media aujourd'hui, on n'est pas que distributeur de contenu, mais on est également distributeur cinéma. Donc ton entreprise actuelle pour que c'est ça, l'entreprise actuelle Dalino Media. Que tu as créée en 2024. Tout à fait, qui a été créée en 2024, distributeur cinéma. Ouais. Cinéma, ça veut dire quoi? Quand vous regardez un film, par exemple cinéma, sachez que derrière le film, il y a un producteur qui l'a produit. Et ensuite qui a confié les droits de distribution à un distributeur cinéma qui lui va s'occuper de la commercialisation du film. Donc le marketing. Voilà, c'est ça, le marketing, la sortie en salle avec la collaboration avec les exploitants que vous connaissez tous, dont je ne citerai pas ici aujourd'hui, que vous connaissez tous. Et les distributeurs cinéma ont un agrément auprès du CNC. Okay. Donc moi, j'ai mon agrément aussi. Donc, je suis officiellement distributeur cinéma. Nous avons sorti un film en France qui s'appelle Les Fractures Invisibles, qui est sorti le 25 mars au cinéma. En avant-première, c'était à Pathé de Aqua Boulevard dans le 15e. C'était quand même l'une des 3 plus grandes salles d'Europe, de France. Et il y avait une salle de 480 personnes. Il y avait plus de 400 invités qui étaient là, qui étaient venus regarder le film. Donc du coup, 400 personnes qui sont venues regarder le film et c'était plein. Bon, quasiment plein, parce que plus de 400 personnes viennent en avant-première, c'est pas mal. Pour un film martiniquais qui, certes, a été tourné en Martinique, mais qui parle de violence scolaire. Un sujet qui touche tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, donc c'était un grand succès. Ensuite, on est allé le sortir en Martinique, on l'a sorti en Guadeloupe. Et voilà, et le film aujourd'hui a plus de 33 prix à l'international, dont plus de 10 aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est un film français. Et voilà, par exemple, en tant que distributeur, il fallait faire la commercialisation. On a eu des affiches dans 200 stations de métro à Paris, ce qui est énorme. Et voilà, donc c'est un peu ça la distribution cinéma. C'est beaucoup plus... dans la distribution cinéma, il y a plus d'avance, il y a plus de prise de risque que la distribution de contenu.
Bien sûr, parce que les budgets sont énormes. Les budgets sont énormes. On parie sur un film grosses, dont on ne connaît pas forcément la rentabilité. Voilà, on parie. C'est vraiment un pari. Comme on le voit avec les gros studios américains qui mettent parfois 500 millions de dollars dans la promotion de leur film. Mais derrière, au box-office, c'est 600 millions. Donc, c'est pas rentable. Alors que quand c'est... parce que, bon, on va dire, les gens vont dire, oui, ils ont gagné 100 millions, mais on ne pense pas aussi au coût de production du film. Le film en lui-même, peut-être, a coûté peut-être 200 millions de dollars aussi. Donc, voilà. Donc, tant qu'ils ne font pas 1 milliard, c'est pas rentable. Donc, du coup, et sachant que les exploitants aussi de salles prennent la moitié quasiment. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que voilà. En plus de ça, c'est la deuxième activité d'Alino Media. Distributeur cinéma, après distribution de contenu. La troisième activité, c'est ce que beaucoup de gens apprennent, découvrent récemment, c'est la création des plateformes de streaming. Alino Media est une société qui aide les sociétés, les chaînes, les créateurs de contenu, à créer leur propre média. Donc, un service de conseil. Un service de conseil, voilà. D'accompagnement. Parce que j'ai travaillé pendant 2 ans pour une société basée à Los Angeles qui créait ce type de plateforme et de chaînes. Par exemple, les chaînes FAST, aujourd'hui, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Free Ad Supported Streaming Television. Ce sont les chaînes gratuites que vous avez aujourd'hui sur vos Smart TV à la maison. Donc, les Smart TV aujourd'hui, quand vous mettez votre Smart TV, vous allumez, avec la connexion Internet, vous avez des chaînes gratuites. Et ces chaînes-là, c'est ce qu'on appelle les chaînes FAST. C'est l'industrie qui l'appelle comme ça, FAST, Free Ad Supported Streaming Television. Ça veut dire la télévision gratuite, supportée par la publicité. Donc, en gros, qui est financée par la publicité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde les a dans son salon sans le savoir. Et les fabricants de téléviseurs, en 2016, se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on aiderait plutôt les opérateurs de câbles à gagner l'argent sur nos propres appareils? Et pourquoi on ne peut pas contrôler le contenu que j'en regarde? Donc, elles ont commencé à mettre en place les propres plateformes vidéo. Les vidéos à la demande. Et du coup, aujourd'hui, sur n'importe quel Smart TV que vous achetez en Europe, vous verrez, si vous avez une connexion Internet, vous avez des contenus gratuits en VOD. Vous avez également une partie des contenus que vous voyez live channels. C'est des chaînes en live, qui sont en direct. Et ces chaînes-là appartiennent souvent aussi à des grands groupes de télé. Il y a des grands groupes de télé qui ont compris qu'il fallait être aussi sur ce segment-là de gratuité, mais qui vont créer une autre chaîne avec un autre nom, pour ne pas rivaliser avec la chaîne principale. Et par exemple, moi, j'ai aidé, par exemple, à la création des chaînes avec mes collègues, la création des chaînes de digital de TV5 Monde, par exemple. D'accord. J'ai également été à l'origine de la création de la chaîne de la Fédération allemande de football, que je représente également chez Alino Media. Je les représente en Asie, en Afrique, en Europe. J'ai également contribué à la création des chaînes du Canada, le National Film Board of Canada, qui fait une structure gouvernementale, et l'ONF au Canada. Pareil pour Taïwan aussi. Donc voilà, j'ai aidé plusieurs comme ça. Même la Fédération internationale de boxe. On a créé une plateforme de streaming pour eux. Plein de choses différentes. Donc du coup, aujourd'hui, Alino Media aide aussi les sociétés à trouver le meilleur prestataire technique qui va créer une chaîne pour eux ou une plateforme de streaming pour eux. Aide aussi à distribuer ensuite ces chaînes-là et ces plateformes-là, ces applications VOD. En all inclusive sur les Smart TV, parce qu'il faut, c'est pas juste la création, il faut aussi les distribuer derrière. Parce que si vous avez la meilleure application du monde, la preuve YouTube, vous pouvez pas acheter un Smart TV aujourd'hui ou un téléphone sans voir YouTube. Il y a déjà l'application YouTube intégrée. Donc, ou Google, par exemple. Si vous achetez... donc, du coup, on aide aussi à distribuer sur ces plateformes-là, parce qu'on a le réseau, les relations avec ces plateformes. Troisième volet, qui est très important, il faut aussi la monétisation. Donc, j'aide aussi les agences de publicité, je les mets en contact aussi avec les plateformes de streaming pour qu'elles puissent acheter l'inventaire. Parce qu'il y a des vues, c'est souvent des chaînes gratuites. Bien sûr. Voilà, donc du coup, il y a de la visibilité. Donc, on demande des data, des données de visionnage à ces sociétés, ces Smart TV, qui ensuite, moi, je les partage ensuite avec les agences de publicité qui regardent, se disent, il y a quand même 2 millions de vues. Du coup, on a un budget 4 millions d'euros, on va investir. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, voilà, Alino Media, on aide vraiment les sociétés, le troisième volet de l'activité. 360 degrés, voilà, c'est ça. Et en dernier, maintenant, je suis souvent invité pour des panels, conférences dans le monde entier. On en reviendra là-dessus, mais c'est vrai que tu fais énormément de voyages, tu es présente partout. C'est aussi comme ça qu'on a pu se rencontrer. Exactement, tout à fait. Pour nos auditeurs. Mais pour revenir à
toi, parce que là, tu nous as présenté ce que tu fais aujourd'hui, ce qui est aussi impressionnant, mais tu as un parcours qui est absolument atypique. Donc, tu es franco-camerounais, tu as fait une partie de tes études aux États-Unis, tu es revenu en France, et c'est là, en fait, en 15 ans, en 11 ans, tu as gravi tous les échelons de stagiaire à directeur général d'une énorme entreprise. C'est ça, tout à fait. Donc, déjà, je suis né au Cameroun. Ouais. Je suis né au 1er mai, fait du travail. Je suis un travailleur, ce qu'on dit. Parce que m'arrive souvent de bosser jusqu'à... Depuis que j'ai lancé mon entreprise, m'arrive souvent de bosser jusqu'à... On va dire jusqu'à... De 9h à 2h du matin. Ah oui, effectivement. C'est ça. Je bosse beaucoup parce que je travaille à plusieurs régions du monde. Je travaille avec l'Asie. Ouais. Donc, parfois, je reste tard, jusqu'à 2h pour pouvoir travailler l'Asie parce qu'on a 7 heures de décalage horaire. Donc, ce qui fait que chez eux, il est 9h. Donc, j'essaie quand même d'envoyer les derniers mails avant d'aller me coucher pour qu'eux puissent à 9h du matin lire l'email et pouvoir le traiter dans la journée. Comme ça, moi, quand je me réveille, c'est traité. Voilà. Quand je me réveille ou je commence l'activité à 9h ou 10h, c'est déjà traité. Et ensuite, la matinée en Europe, je travaille plus sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. D'accord. Et l'Inde aussi. Et ensuite, après, dans l'après-midi, plus tard, je travaille plus l'Amérique, les États-Unis et voilà, Los Angeles aussi. Donc, voilà, où tu as vécu d'ailleurs 2 ans dans le cadre de ton travail. Où j'ai travaillé 2 ans effectivement dans le cadre de mon travail d'une société basée à North Hollywood qui effectivement développait des plateformes de streaming et des chaînes digitales. Donc voilà, Dalino Simon, je suis arrivé en France ensuite pour poursuivre mes études et aussi parce que ma mère vivait déjà ici et mes petites sœurs sont toutes nées en France. Donc voilà, j'ai 2 petites sœurs. Aujourd'hui et après donc j'ai décidé comme moi j'étais passionné par le droit. D'accord. J'aimais le droit parce que je voulais être à la base diplomate. Je voulais être ambassadeur quelque part. Et si je ne suis pas ambassadeur, je vais être secrétaire général des Nations Unies. Voilà, je rêvais grand. Je me suis dit, pour que je puisse devenir diplomate, il faut que je fasse du droit. Parce que j'avais compris que le droit, c'était vraiment important parce qu'il fallait connaître les relations internationales, il fallait connaître le droit international. Et j'étais aussi passionné par la politique. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire de la politique. Et du coup, il faut que je fasse du droit, parce que tous ceux qui ont fait du droit, tous ceux qui ont fait de la politique aujourd'hui sont des juristes. Oui. Quand on regarde bien, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait la faculté de droit. Et donc, voilà comment je commence à faire du droit. Et je me dis, tiens, mais ça ne suffit pas. Et j'adorais les débats politiques. À l'époque, effectivement, c'était quand il y avait les élections en 2007, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Donc voilà, les débats, c'était passionnant. Tout le monde regardait. Quand je rentrais de l'école, je restais 3 à 4 heures tous les soirs devant les émissions politiques. C'est vrai. C'était ta passion. C'était ma passion. Parce que je regardais la gestuelle, comment ils parlaient. Donc déjà, j'étais fasciné de la télé. Exactement. J'étais déjà fasciné parce qu'ils étaient très forts à cette période-là. Le débat était vraiment très intense entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Donc, du coup, je trouvais vraiment qu'ils étaient très forts en communication. Ça me passionnait. Mais après, je me suis dit, tiens, c'est d'ailleurs pour ça que j'adhère à l'UNEF, syndicat étudiant, à Nanterre. Voilà, donc du coup, je me dis, tiens, ils ont tous fait aussi, j'ai vu qu'ils ont tous fait un syndicat étudiant, principalement l'UNEF. J'adhère à l'UNEF, et après, je continue, et après, j'adhère au mouvement des jeunes d'un parti politique dans le 92. D'accord. Mais sauf que pendant mes études, je me dis, tiens, la politique, c'est bien. Mais quand j'ai commencé à voir les scandales de partout, je me suis dit, mais attends, c'est pas fiable, en fait. Et les gens te détestent parfois pour rien. Tu marches dans la rue, quelqu'un te déteste juste parce que t'as peut-être, je sais pas, t'as vu à la télé prendre des positions sur un sujet, ou peut-être en tant que maire, un arrêté municipal qui est peut-être allé à l'encontre de ses intérêts, que tu viens de l'ennemi public. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me dis, tiens, non, le droit, c'est bien, mais il faut que je fasse dans le privé. Voilà. Du coup, je me lance en commerce international. D'accord. Je fais le commerce international, je fais un double cursus, du coup, en commerce international. Et c'est le commerce international, du coup, qui m'amène aux États-Unis. Pour passer une année d'échange aux États-Unis, je choisis la Pennsylvanie. Je vais en Pennsylvanie, à côté de Philadelphie, dans une ville qui s'appelle Millersville. J'ai fait l'université de Millersville. Et à côté de Millersville, on avait les Amish. Les Amish, ce sont les gens qui vivent encore à l'ancienne. Pas de téléphone, pas d'Internet, voilà, c'est des calèches. Et je les voyais passer là, c'est les calèches, et tout simple, avec des vêtements à l'ancienne.
comme au XVIe siècle. Hein, et du coup, je regardais, je suis impressionné. Quand même, on est quand même dans l'une des zones les plus urbanisées au monde. On a New York qui est là, Baltimore, Washington DC, Harrisburg, Pittsburgh. On a vraiment toutes les grandes villes, Atlantic City, sur la côte est des États-Unis. Mais on a au milieu de tout ça les Amish. Donc, j'étais fasciné. Donc, je fais le commerce international là-bas et je continue mon double cursus de droit en France. Donc, je reviens des États-Unis pour finir mes examens de droit en France, où j'arrive au niveau Master 1. Okay. Et ensuite, en commerce international, je valide niveau mon Master 2. Quoi. Et donc, en commerce international, il fallait que je fasse un stage. Dans une société, il fallait que je fasse un stage dans une société qui distribue, qui vend à l'international. Parce que je parlais plusieurs langues aussi. Parce que dans le commerce, dans le cursus, on nous apprenait l'anglais et l'espagnol. Okay. Donc, il fallait absolument que ce soit une société à dimension internationale. Voilà comment je postule. J'envoie déjà ensuite j'ai fait un entretien dans un cabinet de recrutement parisien sur les Champs-Élysées. Malheureusement, le cabinet ne me retient pas. J'étais tellement triste. J'ai dit, oh là là, je suis allé là-bas, c'était beau. C'est toujours dur les premiers, c'est ça. Je dis, c'était beau. Bon, au bout d'un moment, on est habitué au projet. Exactement, c'est ça. Je me dis, c'était beau, le bureau était beau. Mais ils m'ont fait passer un test, malheureusement. Et ce test-là, c'est un test avec un ordinateur. C'est juste pour ça que je n'ai pas eu l'entretien. On m'a mis devant un ordinateur. On m'a dit, réponds aux questions. Je répondais, on m'a dit non, c'est pas compatible. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Et comme on dit toujours, moi je crois en Dieu, je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Quelques temps après, je continue à postuler. Et là, je tombe sur Novo Comédie, Nova Vision. Nova Vision, la société de production française qui distribue des caméras cachées et tout ça, et de l'animation. Voilà comment on m'appelle pour l'entretien, j'y vais. J'arrive, j'étais en costume cravate, jeune stagiaire et tout. J'arrive, je vois qu'ils sont tous en rendez-vous, en réunion. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je m'assois, j'essaie de faire semblant de lire les journaux qui étaient sur le bureau. Ils étaient tous en réunion et ils me voyaient tous. Et moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai passé mon entretien, j'ai été recruté. Et ça, c'est mon stage de M1, en Master 1. Et donc, j'ai fait 6 mois de stage. J'ai beaucoup aimé parce que j'étais très content quand je rentrais à la maison de dire à mes potes, et les gars, vous savez ce que je fais moi comme stage ? Moi, je vends pas des je sais pas moi, des tuyaux à Monsieur Dupont au fin fond de la Creuse, moi. Même si je n'ai rien, j'adore le nom Dupont et j'adore aussi la Creuse. mais je le disais, moi, quand on me demande ce que je fais, je dis, les gars, ce matin, j'avais aimé la France Télévisions, j'avais aimé la TF1, j'avais aimé aussi. Et j'étais content parce que je dis, mais les gens avec qui je bosse, les clients avec qui je bosse, sont des clients que tout le monde connaît. Ouais. Et tout le monde les regarde. C'est eux qui font c'est eux qui rendent les gens. Une fierté personnelle. De dire que voilà, mes clients, c'était Netflix, c'était Amazon, c'était. Tu vois, les gars, je travaille. Et c'est de dire aussi que je vends des émissions que vous regardez à la télé. Vous avez telle série d'animation, c'est la nôtre. Voilà, donc j'étais très content et ça me passionnait. Et après ça, je suis allé faire une alternance ensuite à Issy-les-Moulineaux. Je vendais des solutions SAP pour Microsoft et tout ça. Et moi, ça ne me passionnait pas. Oui. C'était pas pareil. Parce que là, du coup, j'avais qu'au bout du fil. J'avais plus TF1, j'avais plus France Télévisions W9. Mais j'avais plutôt Monsieur X, qui est le responsable digital, le responsable, le DSI, directeur système d'information, merci, le DSI d'une société. Et lui, quand tu l'appelles pour vouloir changer son logiciel, lui, il veut surtout pas le changer. Quand il te dit non, je veux pas changer. Déjà, j'ai convaincu la direction pendant 5 ans à prendre celui-ci. Et toi, tu m'appelles comme ça. Donc, c'est très compliqué. Donc, j'avais tout le temps des gens qui raccrochaient. J'ai dit, oh là là, c'était un stage en commerce international aussi. C'était une alternance en commerce international. Et du coup, je me suis dit, tiens, non, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait avant dans l'audiovisuel. Je vais y retourner. Du coup, en Master 2, j'ai décidé de retourner dans la même société. D'accord. Et quand j'arrive dans la même société, c'est moi qui deviens en quelque sorte un peu celui qui est un peu le parrain des stagiaires. C'est moi qui guide les autres stagiaires. C'est moi qui forme les stagiaires. C'est moi qui... Et voilà comment, à la fin des 6 mois de stage, on me propose, donc, on crée un poste pour moi. Déjà, je deviens assistant commercial. Mais après, on me propose un poste. Et encore, je vais dire, j'ai accepté le poste d'assistant commercial avec un très bas salaire. Ouais. Et j'étais pas loin du SMIC. Parce qu'en tant que commercial, on te donne une base, ensuite, et ensuite un variable. Exactement. Et moi, je me suis dit, tiens, Simon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Quand j'étais étudiant, j'avais 3 fois moins. Et maintenant que je viens de commencer à bosser, je suis dans le même logement, je n'ai pas de dépenses supplémentaires et j'ai 3 fois plus. Pourquoi je dirais non ? C'est quoi j'ai accepté ? Là où beaucoup n'ont pas accepté, beaucoup sont partis, ils ont dit non, on ne va pas rester. Déjà, je faisais partie des rares stagiaires à qui on a proposé de rester. Donc, du coup, c'était déjà un honneur pour moi de me dire, tiens, j'ai quand même bossé ici, j'ai quand même été en stage ici. Et après, on me propose de rester. Et c'était la meilleure décision de ma vie.
Parce que au final, au bout de 6 mois, on me crée un poste de coordinateur des ventes. Mon salaire, il augmente. Ouais. Et après 6 mois encore, il y a un départ et le CEO qui me dit, Simon, en plus de ton poste de coordinateur des ventes, j'aimerais que tu sois aussi un peu mon bras gauche. Parce que bras droit, c'est le DG. Il veut que je sois mon bras gauche. Un peu celui qui va me seconder quand je ne suis pas là. Celui qui va lire mes emails quand je ne suis pas là. Celui qui va être capable de répondre à ma place quand je ne suis pas là. Staff, en fait. Exactement. Celui qui va être capable même de recruter pour moi. Celui qui va être capable de dire, tiens, voilà les 2 que j'ai recrutés. Voilà les 2 CV que j'ai retenus de toutes les personnes que la RH toutes les interviews qui étaient faites. Et il voulait que je sois aussi là quand la RH faisait des interviews. Donc voilà comment je commence à vraiment développer une panoplie de compétences qui me permet d'à la fois savoir comment recruter. Parce que du coup, j'ai recruté et formé plus de 80 personnes. Voilà, c'est quand même beaucoup en 11 ans. Et ensuite, derrière, et je pouvais aussi répondre comme un CEO, me mettre dans la place d'un CEO. Donc, ça m'a vraiment beaucoup formé. Et après, il a commencé à m'envoyer aussi à des événements, puisque j'étais aussi commercial. J'étais responsable d'un portefeuille. C'était le Couteau Suisse. Couteau Suisse, voilà. Il m'a donné, écoute, il m'a dit... Et avant ça, il y a une anecdote, il y a une partie très importante. Quand j'étais stagiaire, le CEO en personne, dans une société quand même qui faisait plus de 40 collaborateurs, donc c'était quand même pas mal, à taille humaine, mais quand même pas mal pour une société comme ça, qui est distribuée partout dans le monde, très connue. Il me donne une clé. Il me dit, tiens, à partir de maintenant, tu as tes clés pour ouvrir le bureau. J'ai dit, comment ça? Moi, je suis stagiaire, moi. Pourquoi j'ai besoin d'une clé? Le DG, lui, il me dit, non, tu dois prendre une clé. Et pourquoi il avait fait ça? Et parce qu'il s'était rendu compte que j'étais très investi. Que moi, à 18h, je n'étais pas déjà debout en train de faire, même pas à 17 ans, à 17h55, parce qu'on terminait à 18h, j'étais déjà debout en train de porter la veste, pour attendre 18h pour se barrer. Moi, à 18h, j'étais encore là en train d'envoyer des emails. J'étais encore là en train de mettre à jour le CRM. Et il regardait, il voyait tout ça. Et moi, je ne savais pas qu'il m'observait comme ça. Je ne savais pas. Je me disais que bon, pourquoi il me donne ça à moi? Pourquoi moi? Et quelqu'un d'autre aurait pu dire c'est la discrimination. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Parce qu'il m'aimait beaucoup, justement. Ouais. Qu'il le faisait. Comme quoi, dans la vie, il y a souvent certaines choses qui se passent. Et on pense que c'est parce qu'on ne nous aime pas ou parce que c'est la discrimination. Alors que c'est faux. Non. C'est justement parce qu'on nous aime qu'on fait ça. Donc lui, il a commencé à me confier les clés du camion, parce que c'est quand même sa société. Donner les clés à un stagiaire, lui dire, écoute, à partir de maintenant, tu auras aussi des clés comme les salariés. Voilà. Et c'est parce qu'effectivement, il envisageait des très grandes choses pour moi. Et donc ça, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Et après, il me le racontait encore, il me disait, tu vois, je t'avais dit, j'avais vu déjà. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, parce que les autres, à 17h55, ils étaient déjà debout. Toi, à 18h30, tu étais encore là. Et tant que tu n'as pas fini d'envoyer tes emails, tu ne partais pas. Donc voilà donc comment il m'a fait confiance. Donc je suis passé ensuite, j'ai commencé à aller à des salons. Mon premier salon, c'était, Jean-Marc, quand vous commencez, vous n'êtes pas encore commercial confirmé, on vous donne plutôt souvent les compagnies aériennes. Parce que dans l'industrie, en plus de la vente de contenu aux chaînes ou aux plateformes de streaming que tout le monde connaît, il y a aussi les compagnies aériennes. Donc moi, en fait, les compagnies aériennes, on m'a dit tu vas gérer toutes les compagnies aériennes du monde. Donc je me suis retrouvé comme ça en train de vendre des contenus aux compagnies aériennes. Donc, il y avait un premier marché qui était à Dublin, invité par le maire de Dublin. C'était mon premier déplacement international. Je me retrouve comme ça en train d'aller en Irlande, à Dublin. Je me dis, mais mon boulot, il est trop bien. Ouais. Et tu arrives à Dublin, tu fais le salon. Le salon, c'est un marché de contenu. Et ensuite, au marché de contenu, le soir, on te vous dit, tiens, il y a un quiz à la mairie de Dublin. Vous êtes invité et vous arrivez à la mairie de Dublin, tapis rouge, voilà. Tout est beau. On dirait une invitation à l'Élysée, en fait, en gros. Et là, on s'est dit, mais attends, je suis en train de bosser ou c'est là où je commence à adorer encore plus mon industrie. Je vois une autre facette de l'industrie. Oui, bien sûr. Voilà. Au bout d'un moment, quand on est commercial avec des clients comme ça, c'est souvent très mondain. C'est exactement ça. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et là, tu te dis, mais c'est le boulot et le fun en même temps. Et là, je me dis, tiens, pour rien au monde, je me dis, mais j'aurais pu finir dans un cabinet de recrutement. Heureusement qu'ils ne m'avaient pas accepté. Bien sûr, ce ne serait pas le même délire. Quand tu te fais virer d'un endroit pour tomber quelque part d'autre et c'est bien mieux, oui. Exactement. Ça a toujours été comme ça. Et après, du coup, on m'envoie après à Cannes, le MIPCOM. Et justement, à partir de Cannes et avant, tu as commencé à développer, on va revenir dessus, une technique marketing unique avec les popcorn et tu es devenu le popcorn.
Popcorn Guide. Exactement, c'est ça, Oscar. Exactement. Donc, c'est-à-dire, mon CEO, il était très fort et venant de Wall Street, parce que surtout qu'il il est allé là-bas très jeune. Hein. Ouais. Et il était tellement fort que, en termes de commission, il était très fort. En termes de revenus, par commission, il était très bon. Très bon. Je sentais qu'il était vraiment fort. Donc, du coup, il a développé en plus une stratégie marketing hors pair. C'était quoi? C'était la distribution des popcorn à tous ceux qui venaient à Cannes pour les achats de contenu ou les ventes de contenu. Donc, on venait parfois avec plus de 8000 box de popcorn. Donc, tu arrivais avec ton popcorn. Ah, les popcorn. Donc, avec le nom de la boîte ou le nom avec le nom de la boîte et le nom des contenus dessus, effectivement. Donc, on avait une émission principale qui s'appelait Popcorn TV. Ouais. C'était les bêtisiers, il y avait tout dedans, un peu comme les bêtisiers de fin d'année. On appelait ça Popcorn TV, pop. Et du coup, on voyait les caméras cachées. Ça n'existe plus, ça, d'ailleurs. L'émission, elle est toujours là, mais ce n'est plus très diffusé comme à l'époque. Parce que je dis avec l'âge d'or est passé, effectivement, c'est ça. Donc, du coup, on arrivait. Et dès que nous, on avait des stands à Cannes, des très gros stands. Les stands sont souvent très chers aussi. Ce sont des stands à 40 000 euros, 50 000 euros, juste pour un stand. Donc, nous, on devait rentabiliser tout ça. Donc, quand on arrivait, on fixait déjà les rendez-vous à l'avance. Quand vous arrivez à un marché de contenu, sachez que vous devez, par exemple, contacter une chaîne télé. Vous dites, écoutez, bonjour, on a tel line-up, tel catalogue. Est-ce que on serait ravis de vous rencontrer, par exemple, à Cannes? Voici les horaires, c'est ce qui se passe à la base. Donc, c'est ce que les gens font, à 99,9%. Mais sauf que nous, on faisait ça, mais en plus, sur place, on se disait que c'est pas tout. Il faut prendre toutes les personnes avec lesquelles on n'a pas pu avoir de rendez-vous. Et ces personnes-là, on se mettait dans l'allée principale du palais, des festivals à Cannes, où on savait très bien que les gens qui passent là, ils viennent voir les majors américains, ils viennent voir aussi les grosses sociétés italiennes, anglaises, voilà, et ils vont passer par ce couloir-là. Donc nous, on prenait notre stand dans ce couloir-là. Et en plus, on se mettait là avec des pop-corn de lundi à jeudi. Et des pop-corn sucrés et salés. Donc, quand les gens passaient, on venait comme ça, des pop-corn. Pendant que vous êtes en train de regarder votre agenda pour regarder le stand pour le prochain rendez-vous, on vient, pop-corn. Suite au salté, sucré ou salé. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Sucré. Et du coup, quand tu prends les pop-corn, tu te sens un peu redevable, en quelque sorte. Tu te dis, j'ai mangé les pop-corn. Il faut quand même que je donne quelque chose. Ah, et donc, voilà comment nous, on demandait en échange des cartes de visite. D'accord. Carte de visite. Et si tu étais disponible, on te disait, tu veux un rendez-vous? Non, mon rendez-vous, c'est dans 15 minutes. On peut te prendre, du coup, un rendez-vous, tout de suite. Et on t'explique ce qu'on fait. Et ensuite, derrière, on prend tes cartes de visite, on te donne la nôtre. Et voilà, derrière, on fait un follow-up, un suivi. Ouais. Et voilà comment on arrive à vendre. Et aussi, on avait cette philosophie du popcorn parce que... Et du coup, grâce à ça, tout le monde nous appelait les Popcorn Guys. Donc maintenant, quand je marchais à Cannes, voilà comment aussi j'ai commencé à développer mon réseau. Quand je marchais à Cannes, mon CEO, moi et d'autres collègues, on s'appelait les gens les popcorn guys. Parce que quand les gens mangeaient tes popcorn, ils savent que le lendemain, ils reviendront encore à ton stand pour chercher des popcorn. Parce que parfois, les gens, on achète les rendez-vous de 9h à 18h. Certains n'ont même pas le temps de sortir manger. Donc, à 11h, ils sont ravis de passer chercher les popcorn, juste avant midi, pour couper la faim. Et ensuite, à 16h, ils sont ravis encore de repasser. Donc, du coup, ils passaient tout le temps chercher les popcorn. Et voilà comment, derrière les popcorn, par exemple, juste pour moi, pour ne pas parler des collègues, moi, en ce moment, j'étais devenu, après quelques années, directeur commercial, l'échelon. J'ai gravé les échelons. Et mon CEO aussi distribuait popcorn. C'est vraiment tout le monde qui devait le faire. Voilà. Donc, la stratégie, ce qui était bien, c'est que, par exemple, quand vous venez à Cannes, par jour, quand vous êtes très fort, vous pouvez avoir 10 rendez-vous par jour. Ça veut dire que vous enchaînez de 9h à 18h. Toutes les 30 minutes, vous avez un rendez-vous. Voilà. Et donc, ça veut dire que sur 3 jours et demi, vous avez à peu près 35 rendez-vous. Parce que le salon se terminait jeudi à midi. Maximum. Commençait lundi. Maximum, 35 rendez-vous. Donc, une vingtaine en réalité. On va dire 35 rendez-vous bookés, si vous êtes très fort. Parce que c'est 10 par jour. 10 le lundi, 10 le mardi, 10 le mercredi, ça fait 30. Ensuite, 5 le jeudi, parce que à midi, il n'y a plus personne. Ça fait 35. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà très fort. Mais quand on rentrait de Cannes, moi, j'avais 200 nouveaux rendez-vous. J'avais 200 cartes de visite supplémentaires, 200 personnes supplémentaires. J'avais vu, en plus des 35 personnes avec qui j'avais beaucoup de rendez-vous. Pourquoi? Parce que en donnant les popcorn, j'arrivais à récupérer une centaine de cartes. Ensuite, le soir,
parce qu'on est quand même un événement où il y a beaucoup de networking, beaucoup de soirées. Les gens vont dire oui, il y a la soirée telle, soirée Universal, la soirée Trace TV, c'est le yacht. En plus, Trace TV faisait ses soirées sur le yacht. Donc, on se retrouvait comme ça, parfois des stars de Hollywood. Hein. Je me souviens de Michael J. White, l'acteur noir-américain, comme ça, en train de parler de l'immobilier à Los Angeles. Je dis, il est juste là à côté de moi, il n'a pas de garde du corps, on est là. C'est quand même une grosse star d'Hollywood. Et on se retrouvait comme ça, plusieurs stars. Et donc, des soirées comme ça, moi, je ne les manquais pas. Même quand j'étais fatigué parce que je dois me lever tôt, je ne les manquais pas. Je disais non, il faut que j'aille à ce genre d'événements. Parce que non seulement je vais rencontrer de belles personnes, mais en plus, je vais aussi faire du networking et rencontrer des gens qui pourront demain peut-être souscrire ou peut-être devenir des clients. Bien sûr. Et voilà comment je ne manquais pas la soirée. Même quand il fallait rentrer à 3h du matin et être sur le stand à 8h, j'allais aux soirées. Je me disais, Cannes, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines. Voilà, donc c'est cette semaine. C'était ma semaine. La semaine d'après, tu devais... Exactement. Et grâce à ça, j'avais tous les cartes de visite. Exactement. J'avais tous les cartes de visite à gauche, mes cartes de visite à moi. Et à droite, je mettais les cartes de visite des personnes que j'ai rencontrées. Ouais. Donc, quand je rencontrais quelqu'un, ça veut dire qu'en prenant ma main gauche, je sors ma carte de visite et je donne à la main droite. Ensuite, quand il me donnait lui sa carte, je savais que je la mets à la poche droite. Et donc, ça me permettait comme ça de sortir souvent des soirées avec 100 cartes de visite supplémentaires. Donc, à force de faire ça peut-être pendant 15 ans, vous imaginez le réseau, sachant que je pouvais participer à 5 à 7 salons par an. Mais 100, c'est énorme. C'est énorme. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Parce que je vais vers les gens. Okay. Je vais vers les gens. Un peu comme on s'est rencontrés. Et toi aussi, tu as ça. Tu as ça, exactement. C'est que quand tu as ce truc-là, tu vas vers les gens. Alors qu'il y a là, parfois, ils sont très froids. Tu essaies de rigoler, mais ils ne rigolent pas. Et du coup, voilà. Ils passent à côté de beaucoup d'opportunités parce que... On s'est rencontrés par une cigarette. Par une cigarette, exactement, ouais. C'est ça. Donc, effectivement, c'est pour ça que je dis toujours... Par la fumée d'une cigarette. Par la fumée d'une cigarette, ouais. Exactement. Parce que moi, je dis toujours aux gens, on ne sait jamais qui on a en face. Donc, quand moi je vais, par exemple, à un événement, je vais parler à tout le monde. Je vais parler à tout le monde. Parce que les apparences sont trompeuses. Parfois, ce n'est pas celui qui est en costume cravate ou en chemise qui est vraiment le décisionnaire. Non, parfois, rarement. C'est celui qui le dit rarement. Le décisionnaire, c'est soit le mec qui a sa chemise hawaïenne, Miami Beach. Comme à l'événement on était. C'est ça, quand l'événement on était. Ouais. C'est souvent ça le décisionnaire. Et c'était le décisionnaire d'ailleurs. C'était le décisionnaire d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, et moi aussi, j'aime beaucoup les chemises comme ça. Donc, j'en porte beaucoup quand j'étais dans les événements. Dans les Américains, ils adoraient mes chemises. À chaque fois, c'est Hey Simon, I love your shirt. Where did you get your shirt from? I'm like, ah. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à développer le réseau partout. Et les gens, ils m'ont dit quelque chose. Mon ancien boss à Los Angeles, et mon boss à Paris, mon ancien boss à Paris, François-Xavier Poirier, ils m'ont dit quelque chose. Ils m'ont dit, Simon, partout où on va, tout le monde t'aime dans cette industrie. Je dis, comment ça? Il dit, que ce soit en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis, en France, en Afrique, partout où on est allé, parce tout que le monde dit un personnage. Ça. Exactement. Et c'est quand ils m'ont dit tout ça que je me suis dit, mais attends. Et ils me disent, partout où on va, les gens n'oublient pas ton prénom. Tout le monde dit Simon, Simon, Simon. On ne dit pas le mec de telle boîte. Non, c'est Simon. Là où c'est un, par exemple, on va dire, par exemple, quand certaines personnes même de chez Netflix ou de chez Canal, on va dire, ah, tu connais pas le mec de Canal? Ou c'est quoi son prénom encore? Ou le mec de Netflix? Ah, c'est quoi son prénom? Ah, mais c'est celui qui gère les acquisitions. On oublie les noms des gens. Mais le mien, on n'oubliait pas. On connaissait plus Simon que même le nom de ma société. Exactement. Et c'est à partir de là que je me dis à un moment donné, mais attends. Il faut passer à ton compte. Il faut peut-être passer à mon compte, puisque j'ai le réseau. Partout où je vais, je connais des gens. Partout où je suis, les gens m'adorent. Et je me dis, mais pourquoi je me lancerai par mon compte? Exactement. Donc ça a pris un temps de mûrir ce projet. Ça a pris un temps, voilà. Et aujourd'hui, en très peu de temps, puisque tu t'es lancé en 2024, tu as quand même un réseau de distribution qui est unique dans le monde. C'est ça. Puisque tu travailles et tu opères dans plus de 140 pays. Normalement, exactement, on opère plus sur des zones géographiques. Exactement. J'ai deux questions par rapport à ça. Comment ta stratégie de développement international en fait n'est pas spécifiée, c'est très opportuniste dans les liens que tu crées. Donc comment tu arrives à t'y retrouver après pour le structurer? Et ensuite, est-ce que le risque de ta boîte actuelle n'est pas que tout tourne autour de ce personnage qui est Simon et que si tu n'étais pas là, rien ne marcherait? Bonne question. Déjà, pour ma dernière question, je suis en train de, au fur et à mesure que la boîte se développe, je suis en train d'essayer de m'entourer de personnes, collaborateurs, qui vont me permettre demain d'être indépendant. Parce que moi, mon objectif, c'est que dans 5 ans, je ne sois pas obligé de travailler pour vivre. Oui. C'est ça, j'ai cet objectif personnel, de vraiment me dire, tiens, dans 5 ans, je n'aimerais plus être obligé de travailler pour vivre. Ouais. Il faudrait que je sois capable de déléguer et de tout faire pour que demain, je constitue une machine de guerre, on va dire en quelque sorte, pour que même si je ne suis pas là, que ça tourne.
que la boutique tourne, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup découvrir d'autres cultures, j'aime beaucoup aller dans des événements. Voilà, aller dans des événements, voilà, voir les gens, j'aime l'humain. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas envie de passer ma vie, être obligé de travailler, par exemple, excusez-moi, jusqu'à 50 ans, par exemple. J'ai pas envie. Quel âge as-tu ? Je viens de fêter, je suis jeune comme ça, mais je viens de fêter mes 40 ans. 40 ans, t'as le temps de le voir venir. J'ai le temps de venir, exactement. Donc du coup, j'aimerais bien profiter de la vie en mettant en place justement ces structures-là. Donc je suis en train de la structurer parce qu'en tant que juriste aussi, j'ai pu moi-même, l'avantage que j'ai eu quand j'ai commencé, j'ai pu moi-même créer mes contrats parce que j'ai aussi cette formation de juriste que j'ai obtenue à Paris à Nanterre, la même université que Nicolas Sarkozy, la même faculté de droit que Nicolas Sarkozy, le master de droit privé de Nanterre. Et à côté aussi, il y a eu aussi plusieurs personnes passées en Nanterre, Christine Lagarde de Paris 10, pareil Denis Strauss-Kahn, voilà. On a quand même plusieurs personnalités qui sont passées par l'université Paris 10, même David Guetta, même si ça n'a rien à voir, et ça s'est fait à Paris 10. Donc ça m'a permis vraiment de développer les contrats, et comme j'avais aussi l'expérience dans les contrats de distribution et d'acquisition, j'ai pu les faire également moi-même, parce que je le faisais déjà pendant quand même une dizaine d'années. Et donc, je mets en place vraiment des leviers solides où, même sans moi, et on pourrait effectivement, la société pourrait très bien marcher. C'est pour ça que je vais aussi à beaucoup d'événements pour que la marque d'Alino Media soit vraiment présente aussi. Voilà, je paye aussi souvent pour des campagnes de communication quand je vais à des salons, pour qu'il y ait pour que dans des magazines audiovisuels, pour que le nom d'Alino Media puisse être mis en avant, pas que Simon. Donc là, par exemple, tu pars pour tes activités professionnelles dans l'Est de l'Afrique, à Zanzibar, c'est ça. Pendant 3 semaines. C'est ça, donc, 2 semaines. Quand tu n'es pas là et que tu es sur des événements, ta société tourne très bien sans toi. À Paris. Elle tourne très bien, mais toujours avec ma supervision. Okay. Toujours ma supervision, parce que comme j'ai commencé il y a moins de 2 ans, il faut vraiment que j'essaie de mettre vraiment tout en... Parce que la partie commerciale, c'est un peu moi, parce que j'ai vraiment l'image de la société. Voilà, donc toute la partie vente, revenu, c'est plus moi. Mais maintenant, d'autres collaborateurs, c'est plus la partie, par exemple, acquisition de contenu. Par exemple, ceux qui vont visionner les films et les séries que je reçois. Je me suis entouré, par exemple, des collaborateurs, des anciens collaborateurs, même de chez Canal, par exemple, qui étaient acheteurs chez Canal, qui savent très bien comment fonctionne la boîte, comment fonctionnent les grosses sociétés françaises, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, du coup, quand j'ai des gens qui me soumettent leur contenu, je le fais visionner par lui, par exemple. Il visionne, il fait une analyse. Et je travaille aussi avec des graphistes, je travaille avec aussi des responsables marketing pour les mass mailing, pour l'emailing. Voilà, c'est un peu ce type de collaboration. Mais pour la partie commerciale, je suis en train de développer, c'est plus moi. C'est plus moi parce que je me dis, le réseau que j'ai, les gens m'ont tout dit, Simon, on travaille avec des gens qu'on voit. On travaille avec des gens qu'on aime. On travaille avec des gens qu'on trouve sympas. Ouais. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc les gens, ils me voient moi. Si j'envoyais quelqu'un d'autre, je pense que le résultat serait peut-être non. Mais c'est pour ça que je vais former des gens avec qui je vais souvent aller à des déplacements pour que les gens puissent les voir aussi. Un peu comme mon CEO l'a fait avec moi, pour que les gens puissent les voir et que derrière, ils prennent la main. Quoi. J'allais te demander si, donc, parce que tu as pu avoir cette carrière incroyable, puisque tu as été, entre guillemets, repéré, tu as eu des mentors qui t'ont accompagné dans ta croissance. Est-ce que tu sens que l'heure est venue d'être toi-même le mentor de quelqu'un ? Et si oui, est-ce que tu sais qui déjà Oui, je pense que l'heure est venue d'être moi-même le mentor de quelqu'un et j'essaie déjà de faire ça à travers les formations. J'aimerais bien développer un volet formation parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui parce que j'ai formé beaucoup de gens à l'époque quand je recrutais. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas le métier de la distribution. Oui. Même quand je prends des VTC. Pour l'expliquer, c'est compliqué. Exactement, c'est compliqué. Alors, quand je prends des VTC, beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est là où moi, je le fais dans la rue où, je veux dire, pour des personnes lambda, je fais plutôt une description simple. Moi, je l'ai dit, si vous ne comprenez pas c'est quoi un métier de distributeur, sachez que c'est un peu comme l'agent immobilier dans le jeu visuel. Voilà, l'agent immobilier, vous avez les gens qui veulent vendre leur maison. Lui, il a le réseau des gens qui veulent l'acheter. Ensuite, il devient l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. C'est un peu la même chose. Là, c'est beaucoup plus simple pour les gens. Et moi, dans le jeu visuel, il y a des producteurs qui produisent, il y a des chaînes qui produisent aussi. Et elles veulent le vendre à d'autres chaînes ou à d'autres plateformes. Moi, je suis celui qui est au milieu, qui a le réseau des acheteurs et qui ensuite signe un contrat de distribution avec eux. Ensuite, je vais les vendre ensuite aux chaînes et aux plateformes et aux compagnies aériennes. Voilà, là, c'est plus clair pour tout le monde. Et oui, c'est très clair. Exactement. Et aujourd'hui aussi, ça me permet de faire le pas vers la troisième partie des sujets qu'on voulait aborder ensemble.
tu choisis également tes combats, puisque tu as le choix dans la distribution de ce que tu fais. Tu étais au Festival de Cannes pour défendre un film qui défend des valeurs et des projets qui tiennent à cœur du fait de tes origines camerounaises. Exactement. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, au Festival de Cannes, il y a un influenceur au Cameroun qui a aujourd'hui 2 millions d'abonnés. Qui s'est lancé dans la production. Et moi, j'avais vu sa production, je l'ai contacté, je lui ai dit, ah bah tiens, parce que je le connaissais très bien. Je lui ai dit, tiens, je ne savais pas que tu étais dans la distribution, dans la production. Il m'a dit, ah oui, je suis dans la production. Je lui ai expliqué que moi, c'est vrai que tu me connais, mais je ne sais pas ce que je fais exactement. Donc, je suis distributeur. Et il m'a dit, ah, si tu es distributeur, j'en cherchais un. J'ai dit, ah bah écoute, ton court-métrage, je ne fais pas vraiment beaucoup dans les courts-métrages, mais je serais ravi de pouvoir contribuer à la distribution de ton court-métrage. Pourquoi? Parce que son court-métrage parle d'immigration clandestine. C'est un court-métrage de 20 minutes qui s'appelle « Je veux Boza ». Boza, un peu, c'est un terme, c'est l'argot qui lui dit « Je veux voyager en dehors des circuits traditionnels, comme en passant par la mer ». C'est ça le Boza. Boza, c'est entrer dans un pays de façon illégale. Aujourd'hui, on appelle les gens qui font ça les Bozailleurs. Hein. C'est une expression aujourd'hui qu'on a dans la communauté africaine. Donc, lui, il a eu son titre « Je veux Boza ». Donc, lui, il s'appelle Dominique Mignonneau. Et « Je veux Boza » parle d'une jeune dame qui quitte son copain et qui part comme ça en aventure vers une nouvelle vie. Voilà, c'est ça, en Italie. Et malheureusement, elle arrive, elle se rend compte du coup de la réalité, les dangers. Elle se retrouve esclave au Maghreb. Et voilà, dans le désert, elle ne sait pas où elle est. Elle appelle son copain qui, lui, reste au Cameroun et qui a maintenant réussi parce qu'avant, il était serveur dans un restaurant. Et aujourd'hui, il est homme d'affaires. Donc voilà, et lui avait dit de ne surtout pas partir. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce court-métrage, c'est que ça montre la réalité entre certains qui croient que l'Eldorado sont en Europe et ceux qui restent en Afrique et qui se développent et qui réussissent. Voilà. Donc, et là où ça essaie de passer des messages comme quoi la patience est important. Il faut être patient parfois parce que le monsieur, il est resté, lui, il a été patient. Il a pu trouver des filons pour se développer et devenir très riche. Alors qu'elle n'a pas été patiente, elle a voulu rejoindre de l'Europe et elle se retrouvée comme ça prisonnière dans un endroit. Donc, c'est un film qui a beaucoup de suspense. J'ai donc voulu l'amener au Festival de Cannes parce que non seulement ça doit lui permettre de construire son personal branding aussi. Parce sûr. Que quand vous êtes producteur, vous n'avez jamais été au Festival de Cannes. Bon, les gens vous disent, bon, bof, on ne vous connaît pas encore à l'international. De deux aussi, pouvoir projeter le film là-bas. J'ai payé pour que le film soit projeté là-bas au pavillon Afronova, qui est un pavillon qui reçoit plusieurs Africains et descendants de la diaspora, descendants afro-caribéens aussi. Parce que c'est pas toujours évident d'être pas sélectionné à Cannes. Voilà, c'est jamais évident. Donc, du coup, l'idée, c'était pouvoir trouver aussi des financements pour le long métrage. D'accord. Parce qu'une fois que c'est visible comme ça, et ça a porté ses fruits parce que finalement, il y a une société à Los Angeles qui a contacté, qui a vu le film et qui a contacté pour pouvoir aider à distribuer le film aux États-Unis. Donc voilà, comme quoi, c'était vraiment un investissement et qui est en train de porter ses fruits. Et lui aussi, ça lui a permis de construire son personal branding, d'être mieux vu, parce que maintenant, à peine il est arrivé au Cameroun que les gens qui ne voulaient pas le financer ont commencé à l'appeler. Vous voyez comme quoi c'est important aussi de venir en Europe. Les symboles, voilà, c'est les symboles aussi. On commence parce qu'on le voit différemment maintenant. On le voit plus comme le... Paradoxalement, à l'opposé de son film. À l'opposé de son film, exactement. Donc maintenant, on le voit différemment. On le voit comme ce producteur qui fait le Festival de Cannes. Comme quoi, c'est très important aussi. Et c'est dans ce genre de choses que j'investis souvent. D'accord. Parce qu'on dit souvent que oui, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Je dis, mais non. C'est important. De souvent, l'investissement n'est pas uniquement quelque chose où on se dit, je mets telle somme d'argent et ensuite le retour sur l'investissement, il est de temps. Parfois, c'est pas comme ça, c'est pas visible comme ça. La preuve, quand il est venu comme ça, il y a un magazine au Cameroun qui s'appelle Cameroun Tribune, qui est quand même très connu au Cameroun, que lisent quasiment tout le gouvernement, tous les ministres. Oui, et il y avait la rédactrice en chef qui était là et qui l'a suivi lui. Et qui m'a mis du coup en une de Cameroun Tribune avec lui et elle. Donc du coup, on est en une de Cameroun Tribune. Comme quoi, et ça aussi, ça contribue aussi à une forme à la visibilité aussi d'Alino Media, par exemple, de ma société, de Soft Power, et d'Alino Media, ce qui va aider demain aussi. Et après, en plus de ça, pour lui-même, pour demain avoir notre visa pour venir en France, parce qu'il aimerait bien faire le long métrage en Europe et en Afrique, pour vraiment montrer qu'une fois que se passe-t-il une fois qu'ils ont réussi à traverser tout ce parcours du combattant? Est-ce que leur vie
est-ce que le vie devient tout d'un coup un Eldorado ou est-ce que c'est encore un nouveau parcours de combattant? Ouais, c'est ça. Et ça, pour cette partie-là, il faudra que ce soit tourné en Europe. Bien pour sûr. montrer la vie aussi des gens qui arrivent ici, qui se retrouvent en train de dormir à la porte de la chapelle, par exemple, et de dire que voilà, c'est pas toujours évident. Passer par les moyens traditionnels, l'ambassade, de faire une demande de visa et un projet, plutôt que d'essayer de passer par la mer, par exemple. Mais même si on a vu des gens qui sont passés par la mer qui ont réussi, comme Francis Ngannou, voilà, mais c'est pas le message que l'on porté. Donc, ce que j'ai aussi aimé sur le film, c'est qu'il est parrainé par une star mondiale. Le film est parrainé par Samuel Eto'o. Ah, Voilà, donc Samuel Eto'o, c'est une légende, voilà, c'est ça, la légende mondiale, pas qu'africaine, légende mondiale de football. Parce que voilà, on a vu ce qu'il a fait, 3 Ligues des Champions, il est toujours décisif dans tous les matchs. Il a un charisme et un bagou. Un charisme, voilà, il a un charisme voilà, qui fait que voilà, on a envie de le suivre. Donc, président de la fédération aussi. Président de la Fédération camerounaise de football. Donc voilà, quand vous avez un Samuel Eto'o qui parraine un film, et je me suis dit, tiens, je serais ravi d'être distributeur de ce court-métrage. Et aujourd'hui, on peut le voir très bien que si demain le film, par exemple, sortait, supposons, on fait le long métrage sortant en salle en France. Je pense que Samuel Eto'o, fils, la légende, il viendrait à l'avant-première. Bien sûr. Voilà, et c'est ça. Et le film aussi est sponsorisé par l'Union européenne. L'Union européenne qui a sponsorisé le film parce que ça n'a pas d'immigration clandestine. Donc voilà, donc c'est vraiment ce type de projet. Merci de nous avoir montré cet exemple parce qu'en fait, ça montre comment un réseau se crée de manière tentaculaire. Exactement. À travers un caillou qui a été jeté dans la mare, qui a créé des ondes différentes. Exactement. Alors que certaines personnes se seraient dit pourquoi je paierais pour le Festival de Cannes, pourquoi je et paierais même pour toi, c'était amorti parce que tu l'as fait d'un point de vue charitable. Ça, presque, exactement. Mais sauf que ça va être, c'est pas tout de suite, mais ça va être dans les prochains. Voilà, exactement. Je crois en lui et aussi je sais que non seulement je crois en lui, mais en plus je sais que même en termes de visibilité, parce qu'une fois que son long métrage sortira, moi qui suis distributeur de cinéma, il a un réseau de 2 millions d'abonnés quand même. Ouais. Il a 2 millions d'abonnés. C'est un influenceur. Donc je sais qu'il fait partie des premières personnes à avoir créé des pages Facebook en Afrique, des pages Facebook, des premiers influenceurs à avoir créé des pages Facebook à l'époque. Et lui, il a créé il y a plus de 15 ans. Donc, il est vraiment l'un des pionniers. Les reins solides. C'est vraiment l'une des personnes, Dominique. Même il y a eu, la dernière fois, je ne sais plus, c'était la numéro 4 de l'administration Trump qui est arrivé au Cameroun. Et c'est le seul jeune qu'elle a voulu rencontrer. Donc, c'est dire que voilà, c'est quelqu'un qui est en train de construire comme ça aussi son réseau. Et je me dis que ce genre de personne, demain, quand le long métrage sera sorti, et sinon on le sort au cinéma, il pourra très bien mobiliser toute sa communauté pour aller regarder le film. Oui, donc voilà, c'est un pari sur l'avenir, exactement. Et je voulais qu'on conclue sur ce sujet, puisque comme tu as vu, on a parlé de signaux à la fois personnels et de ton industrie. Tu es très investi aujourd'hui, à travers tes passages sur RFI ou autres, dans les relations entre la France et l'Afrique francophone en général et le Cameroun encore plus. Comment penses-tu que ces relations évoluent ? Et comment vois-tu les prochains ponts entre nos deux continents et entre nos deux pays, entre la France et le Cameroun ? Oui, entre la France et le Cameroun, la France et l'Afrique, je pense que la France déjà une très grande influence en Afrique à travers la langue, à travers la culture déjà. La langue française, ça nous unit. Quand un Camerounais ou un Ivoirien ou un Togolais voit un Français en Indonésie ou en Thaïlande, il est très content parce qu'il dit tiens, je peux lui parler. Il comprend ma langue. Bah oui. Et pareil pour un Français qui voit un Béninois ou un Malien, Sénégalais. Je sais pas moi, à Dubaï, au Brésil ou à Dubaï, il est très content aussi. Donc déjà, on a en commun la langue française. Et de deux, on a aussi c'est vrai qu'on a aussi ce passé colonial qui fait que parfois certains se disent oui, mais est-ce que il y a un peu une forme de suspicion parfois dans le passé colonial. Qui d'après toi est justifié ? Ça peut être justifié, mais pour moi, il faut passer au-delà. Il faut aller au-delà de ça. Bien sûr. Il faut aller au-delà de ça parce que pour moi, en fait, la France et l'Afrique ont intérêt à vraiment collaborer ensemble. Parce que l'Afrique, c'est un continent d'1,4 milliard d'habitants qui va passer à 2,5 milliards dans 25 ans seulement, en 2050. Et la France, avec sa technologie, la technologie de pointe, notamment par exemple même pour que ce soit les avions Airbus avec sa haute technologie aussi même les véhicules les voitures françaises, elle a intérêt à ce que le marché africain ait une classe moyenne supérieure.
Bien sûr. Voilà, et que Avec c'est que la moyenne se Carrefour développe. au Nigeria le mois dernier, par exemple. Voilà, Carrefour par exemple au Nigeria, et après même au Cameroun aussi, il y a Carrefour, il y a Carrefour maintenant. Et pour moi, la France a intérêt à ce que l'Afrique se développe pour que derrière, l'Afrique puisse devenir son client. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est très content quand on a des gens du Moyen-Orient, des Saoudiens qui viennent à Paris, des Qataris acheter de la joaillerie, des bijoux très chers, de la lingerie très chère. Ça contribue à l'économie française. Donc si demain on a aussi une très grande classe moyenne africaine qui vient à Paris acheter, même s'il y en a qui le font, mais c'est encore minoritaire, qui vient à Paris acheter des produits de luxe français, que demain on ait des boutiques Dior, même sur les avenues de Yaoundé ou de Douala, ou Louis Vuitton, parce qu'il n'y en a pas encore, ce n'est que du bénéfice pour la France. Il faut vraiment aider l'Afrique à se développer pour que demain, ces 2,5 milliards d'habitants deviennent des potentiels consommateurs pour l'industrie française. Pour moi, c'est très important. Donc, plutôt que d'avoir une relation un peu comme celle qui a été développée depuis très longtemps, moi, je pense que c'est mieux que ce soit un peu un partenariat de type lutte contre la corruption, que la France vraiment soit très, très stricte là-dessus, au niveau de la lutte contre la corruption, et aussi dans les deux sens, que ce soit les entreprises françaises en Afrique, que ce soit ces entreprises françaises africaines qui veulent travailler à la France, que ce soit, parce que même les États-Unis, ils ont mis en place ce type de mesures, anti-corruption. Quand tu travailles aux États-Unis, les sociétés américaines, on voit carrément une charte. C'est-à-dire que voilà, et même les sociétés italiennes le font aussi maintenant. Je ne sais pas si on le fait déjà, nous, ici en France, mais une fois que ces pays-là seront développés, même des Français pourront aller là-bas, créer des hôtels. Comme aujourd'hui, ça se fait à Dakar, il y a plusieurs Français qui investissent au Sénégal, plusieurs Français qui investissent en Côte d'Ivoire. Et ils vivent très bien. Tu peux passer du simple à 1000. Tu peux aller là-bas avec un capital de 100 000 euros, tu te retrouves millionnaire en euros, même en euros. Ouais. On le voit avec des Français sur place, des Libanais, des Chinois. Tu te retrouves en milieu parce que l'Afrique, c'est l'Eldorado. C'est historique, exactement. Et donc, pour moi, il faut vraiment, un peu comme le marché indien. Aujourd'hui, quand la France vend des Rafales, par exemple, elle va vendre au Qatar, elle va négocier avec l'Inde, parce que c'est des marchés émergents. Voilà, donc ce serait aussi bien qu'en Afrique aussi, que les pays, on essaie déjà de lutter contre la pauvreté. Ensuite, derrière, qu'on ait cette approche aussi de se dire, tiens, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'ils soient pauvres, ou est-ce qu'on a intérêt plutôt à ce qu'ils se développent et qu'ils deviennent nos clients? Moi, je pense que la deuxième solution est beaucoup plus rentable. Pourquoi? Parce que les marchés vont de plus en plus boucher. La Chine est une puissance, les États-Unis sont une puissance, le Canada une puissance. En fait, plusieurs pays, et il y aura aussi des puissances émergentes qui arrivent, le Brésil, l'Inde, la Russie, plusieurs pays, même l'Indonésie, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Donc demain, il y aura tellement de production, mais qui va consommer tout ça? Si les pays africains sont pauvres, et si les pays pauvres, je veux dire, en termes de pouvoir d'achat, je ne parle pas des ressources, des matières premières, donc il y a déjà ce côté-là. Après aussi, ce que j'aimerais aussi, c'est aussi pouvoir la politique des visas. C'est vrai que la France, parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je dis toujours aux gens, même si en France, ce n'est pas toujours évident pour la minorité, la diaspora, de s'en sortir, la France reste quand même le pays européen où j'ai vu le plus de gens réussir. Les gens venant d'Afrique. C'est vrai. Parce que moi, quand je voyage, quand je vois un noir qui est originaire d'Afrique et qui voyage comme moi, la plupart du temps, c'est aussi des gens qui ont un passeport français ou qui vivent en France. C'est soit la France, soit l'Angleterre. Je ne vois pas souvent d'autres pays ou les États-Unis. C'est-à-dire les noirs que je vois souvent viennent de ces pays-là, à part bien sûr la bourgeoisie africaine. Il y a aussi cette bourgeoisie que les gens ignorent en Europe, mais en Afrique, quand vous avez une ville comme le Kenya, Nairobi, c'est très développé. Abidjan, c'est très développé. Dakar, c'est très développé. C'est vrai argent. Ils ne sont pas à crédit. Ils ne sont pas à crédit en plus. Donc, il y a cette bourgeoisie africaine. Mais en dehors de ça, c'est souvent les gens qui viennent de France. Moi, aujourd'hui, parmi mes amis à Paris, je connais personne qui est pauvre. Personne. Parmi mes amis à Paris. Mes amis d'origine camerounaise ou ivoirienne, personne. Après, c'était cercle à toi. C'est mon cercle à moi, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que mine de rien, la France intègre quand même, déjà au travers aussi la politique de la nationalité. Très peu de pays donnent la nationalité comme ça à des étrangers. Ou même des personnes nées sur le sol. Je connais un Pakistanais qui est né à Dubaï depuis 60 ans. 60 ans. Il a 60 ans. Il n'a toujours pas de nationalité émirati. Pourtant, quand tu le vois, on dirait un Émirati. Il est bien comme eux. Il est né là-bas. Il est pakistanais.
Et la France intègre quand même à travers la nationalité. Moi, je trouve que il faut continuer dans cette voie-là. C'est une très bonne politique parce que tous les pays aujourd'hui sont en termes de démographie, ont besoin de ressources humaines. On l'a vu avec l'Italie qui a régularisé plus de 400 000 sans-papiers. On l'a vu avec les États-Unis qui cessent de remonter, mine de rien. Les Américains sont passés de 300 millions à 330 à 340 millions aujourd'hui, les États-Unis. C'est énorme. Et ça contribue à maintenir les États-Unis comme une puissance mondiale. La Chine aussi est à 1,3 à 4 milliards d'habitants. L'Inde a 1,4 milliard d'habitants. Et on se rend compte des grandes puissances. Quand on fait le classement, les pays les plus développés, les plus industrialisés au monde, où les grandes puissances, on n'a que des pays à forte démographie. Bien sûr. On a les États-Unis, on a la Chine, on a l'Inde. La démocratie fait la puissance. Exactement. On a le Japon. La démocratie fait la puissance. Même la plus grande puissance économique européenne, c'est l'Allemagne. C'est le plus d'habitants. Elle a plus de 84 millions d'habitants. Donc la France, à travers sa politique effectivement migratoire, aussi des jeunes qui sont nés en France, qui ont la nationalité, plutôt que de remettre en question le droit de la nationalité, je pense que c'est plutôt un bon facteur. Moi, aujourd'hui, je suis français, je suis naturalisé français, mais si je ne l'étais pas, comment je pourrais faire pour aller développer des business un peu partout dans le monde pour pouvoir payer mes impôts en France? Comment j'aurais fait? Il m'aurait fallu des visas à chaque fois. On a vu que le visa, c'est jamais garanti. On le voit très bien, l'arbitre somalien qui s'est fait malheureusement accepter un visa, mais qu'elle est arrivée sur place, il n'a pas été accepté. Pourtant, ça n'arrive pas avec les Français ou avec les Européens. Bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ça, parce qu'on ne doute pas de ton pays. On sait que oui, tu viens de France. Quel intérêt t'as laissé la sécurité sociale en France pour venir émigrer clandestinement aux États-Unis? T'as quel intérêt à le faire? Donc, du coup, quand tu fais une demande de visa, même quand je fais ma demande de visa étudiant, pour l'étudier aux États-Unis, j'ai eu le visa en 15 minutes. Ouais. Ça s'est fait, c'est l'agent qui m'a dit c'est bon, tu as le visa. En 15 minutes d'entretien, il m'a dit c'est bon, tu as le visa. On va te l'enverra chez toi. Mais ce n'est pas toujours le cas pour d'autres pays africains, par exemple. Donc voilà, ce système, moi je pense que la France doit maintenir ça. L'attrait des étudiants étrangers, c'est très important, même si malheureusement aussi, de l'autre côté, l'Afrique, c'est la fuite des cerveaux. Mais je pense que les Africains sont de plus en plus conscients que l'avenir, c'est en Afrique. Les Africains sont de plus en plus conscients que l'avenir, c'est en Afrique. Donc même s'ils viennent étudier ici, il faut demain qu'ils retournent en Afrique, développer le continent. Parce que si on ne le fait pas nous, les autres le feront. Il y a déjà beaucoup de Libanais, de Chinois, avec des projets c'est ça, qui sont partis en Afrique aujourd'hui et qui s'enrichissent. Oui. Et qui sont très riches. Ce sont des milliardaires. Ce sont pas ils gagnent pas 2-3 000 euros en Afrique. Hein. Certains gagnent jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros par mois. Parce que c'est des entrepreneurs, c'est des investisseurs. Donc, voilà. Donc, pour moi, la France doit plutôt continuer sa politique d'accueil des étudiants étrangers, ensuite de formation, et aussi de la politique de naturalisation qu'elle a entamée déjà il y a plusieurs décennies. Et pour moi, ça fonctionne très bien. Et ça contribue au rayonnement international de la France. Exactement. Une dernière question pour conclure, qu'on fait à tous nos invités. Si tu te voyais là à 20 ans, Simon, là, qui est encore un peu tout chétif, encore stagiaire, etc., quel conseil te donnerais-tu? Il y a 20 ans? Quand tu avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans? Ouais. Quel conseil je me donnerais? Bonne question. Il y a 20 ans, le conseil que je me serais donné, c'est de commencer à investir très tôt en bourse et dans l'immobilier. D'accord. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, même Paris, avant, personne ne voulait vivre dans le 18e. Les gens trouvaient que c'était oh là là, le 18e, le 20e, moi, je n'irai pas là-bas. Et depuis le Covid, les prix ont triplé. Ouais. Même les biens qui étaient à 300 000 euros sont aujourd'hui à 1 million d'euros. Ouais, et même ça, ça ne se vend plus. Tu n'en trouves plus. Et pareil pour Saint-Denis. Saint-Denis s'est développé à le Stade de France, avec les bureaux, avec voilà, l'histoire de l'immobilier, transport. Et pareil pour toute la petite couronne, la Seine-Saint-Denis qui était décrite par tout le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher même que Nice même. Donc c'est ça, donc que certains coins Nice, pas tout Nice, pas la promenade des Anglais, mais je sais Nice parce que c'est aussi l'une des villes les plus chères de France. Donc, mais c'est là où je me dis, si j'avais su ça plus jeune, j'aurais commencé déjà à investir dans l'immobilier. Même si je lisais déjà beaucoup sur l'immobilier à l'époque, mais je pense que je serais passé à l'action parce qu'à l'époque, j'avais quand même des studios à Paris à 150 000 euros. Aujourd'hui, ils sont à 500 000, les studios. Donc, studio. C'est ça, de gros studios, exactement. 50 mètres carrés. Ouais. C'est ça. Mais c'est tout très cher quand tu vois ce que tu aurais pu investir avant à 150 000 et 20 ans plus tard,
plus-value de 350 euros. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais sinon, le reste, je suis très content de ma vie parce que j'ai commencé à voyager très jeune, même quand j'étais étudiant aux États-Unis. J'ai fait 12 États en un an aux États-Unis. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à voyager très jeune et je conseille à tous les jeunes, à tout le monde de voyager. Parce que voyager, ça ouvre l'esprit. En plus, non seulement ça ouvre l'esprit, mais comme toi aussi, tu voyages beaucoup, Oscar. Ça ouvre l'esprit et non seulement ça ouvre l'esprit, ça permet de rencontrer des gens dans le monde entier. Et ces gens qui peuvent devenir des futurs partenaires d'affaires ou même, pourquoi pas, des partenaires de vie. Ou voilà. Dans les voyages, c'est vraiment très important. C'est le plus important, c'est le ciment de la vie. Le ciment de la vie. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est le ciment de la vie. Voilà, c'est ça. C'est une magnifique conclusion. Merci pour tout. Merci, Oscar. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui et d'avoir une vision sur ta vie qui est hallucinante. Merci, Oscar. Et maintenant, pour nos téléspectateurs, sachez qu'on va aller manger. C'est l'heure d'aller manger. Un bon plat français. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter à la fin, j'ai beau fait 60 pays dans le monde, je trouve que la France est le meilleur pays au monde. Amen. Voilà, sur ce, à table. Ouais, merci, c'est ça. Merci, Oscar. Merci.